Hello à toutes et tous. Donc aujourd'hui, je vais te parler, c'est Anna Silva, je vais te parler d'un type de podcast que je suppose que tu as déjà pu un petit peu mémoriser, mais je vais t'en rappeler. Et justement, c'est que la confiance extraordinaire des Inuits envers leurs chiens nordiques Alaska Malamute, je trouve que ça c'est super super inspirant, comme je vous ai dit dans le précédent post, parce que c'est pas uniquement qu'il y a des preuves, parce que si ça serait une preuve en fait qui ne comporte aucun risque depuis notre perspective actuelle, ben, je dirais peut-être que c'est une confiance un peu superficielle. Mais évidemment, dans le cas de ces Inuits qui laissaient à la garde de leurs enfants leurs chiens, oui, leurs enfants à la garde de leurs chiens, je l'ai bien dit, donc ça demande, depuis ma perspective actuelle et professionnelle, un risque. Un risque, parce que comme je viens de dire dans le podcast, ce sont des animaux, même si ce sont des chiens, le meilleur ami de l'être humain, oui, mais pour que cela se donne, il faut faire un petit peu non, c'est important de l'éduquer parce que je ne dis pas que c'est obligatoire, mais c'est important. Ah, il n'y a rien d'obligatoire dans cette vie, mais si on veut avoir une coexistence harmonieuse entre nous et l'espèce canine et apporter aussi livre de préoccupation aux autres, donc c'est important qu'on fasse cela. Et justement, cela fait que cette histoire soit très inspirante dans le sens de la confiance mutuelle, parce que c'est pas une confiance superficielle, comme j'ai dit, c'est une confiance profonde, même risquée, mais justement, c'est le fait qu'ils prennent un grand risque, ça démontre que ces personnes Inuit ont une belle relation d'amitié avec leurs chiens, mais justement, il y a une confiance mutuelle. Et l'intéressant de cela, c'est que actuellement, comment on peut l'appliquer? L'intéressant, c'est qu'on peut l'appliquer en faisant une activité sportive. Je crois pas que personne va se mettre actuellement, bon, je ne vais pas dire personne, mais à chasser avec leur chien, bien que ça serait une activité aussi qui pourrait entraîner un travail en équipe, mais pour la plupart des personnes au niveau adaptatif à leur style de vie, c'est vrai que c'est pas le plus facile d'appliquer. Et donc, le plus facile d'appliquer, ou au moins le plus adaptatif, c'est faire du sport. Parce que ça entraînerait ce même travail en équipe. Et justement, je voulais laisser ça parce que je crois que c'est vraiment important de le recalquer ici sur les réseaux de Wild Heart en français pour avoir cela en esprit, que la confiance mutuelle n'est pas quelque chose, comme je viens de dire avant, n'est pas un fantôme. C'est pas quelque chose que, même si on la voit pas, ça veut pas dire on la voit pas parce que on dit qu'on a une confiance mutuelle avec nos chiens, mais quand on le dit ça, il n'y a pas quelque chose qui dit, voilà, c'est la confiance mutuelle, tu la vois. Non, mais ça laisse des traces et ça laisse des preuves. Et dans ce cas, dans le cas des Inuits, c'était une preuve un petit peu risquée, assez risquée, mais c'est la magie de cette histoire. La magie de cette histoire, c'est que dans ce contexte, c'était pas risqué. C'était intuitif, c'était naturel, parce que j'ai même lu dans des livres que dans le cas des enfants, c'est comme assez inné quand un enfant inuit prend un chien nordique. C'est quelque chose de très intuitif depuis qu'il est petit, quand il commence par exemple, à faire du machine ou simplement à promener le chien de traîneau. Dans ce cas, c'était l'Alaska Malamute. Il y a comme quelque chose que je dis d'inné dans cette relation des Inuits, même depuis que ces enfants sont petits, avec les Alaska Malamute, en fait tous les chiens nordiques, mais l'histoire provient de l'Alaska Malamute. Et je disais que le fait que cette confiance mutuelle et cette histoire, dans ce contexte, est une touche de risque, nous on le pense comme un risque. Moi, je le pense actuellement comme un risque, mais dans son contexte, c'était naturel, c'était pas un risque, il y avait comme cette magie
de les circonstances, le contexte adéquat pour que cette confiance se donne et les actions mises en place idéales pour que cette confiance se donne. Et les caractéristiques des enfants inuits aussi idéales pour qu'ils aient justement cette façon innée de diriger les chiens de traîneau. Et donc, c'est une belle histoire. Et c'est pourquoi, même si il y a un trait scientifique dans le fait que oui, les chiens nordiques et les Alaska Malamutes sont des chiens très affectueux avec les enfants. Au contraire de ce qu'on peut penser, parce que normalement, on pense que les chiens nordiques, ce sont des chiens plus froids, ou tu auras écouté, parce que moi, oui, j'avais écouté avant d'avoir ma chienne. J'avais écouté que c'était des chiens pas trop sociaux. Le chien le plus social, c'était le berger allemand, mais on ne vit pas de ce que les gens disent, c'est d'accord, mais c'est vrai que ce type de chien avait cette stéréotype, cette étiquette plutôt que stéréotype. Et donc, le fait que c'est quelque chose de scientifique, le fait que, je répète, ces chiens les Alaska Malamutes soient très affectueux avec les enfants, même cela tourne vers quelque chose de magique par les actions de ces personnes inuites qui font ce qu'il faut faire pour avoir confiance à leur chien, et leur chien leur donne en revanche, ou simplement il leur donne en consonance cette même confiance. D'accord? Et c'est pourquoi j'adore cette histoire. Je crois que c'est très intéressant de l'analyser. Ça vaut la joie plus que la peine. Et que, en tout cas, ça démontre que la science n'est pas quelque chose... Bon, je vais mettre dans un autre thème, mais que les choses scientifiques ne sont pas tout blanc ou noir. D'accord? Quand je veux dire blanc ou noir, c'est parce que normalement c'est trop objectif. Je crois que l'objectivité des choses est importante, mais qu'il y a aussi une nuance où on peut vraiment percevoir quelque chose d'extraordinaire plutôt qui touche le magique, le paranormal, parce que, je répète, c'est un animal, même si c'est le meilleur ami de l'être humain, parce que ça, en plus, c'est démontré par beaucoup de choses, mais ça a, selon ma perspective, ça a une touche magique, le fait que cela s'est produit dans le passé, dans ces circonstances, même si ça a été démontré, ce comportement des Alaska Malamutes, bon, c'est scientifique dans ce cas. C'est vrai que ces enfants, peut-être parce qu'ils naissent dans des entourages où ils ont plus de défis, développent ces caractéristiques de communication exceptionnelle avec les chiens de traîneau. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, je crois beaucoup à cet aspect adaptatif de l'être humain, parce que si tu vis dans un lieu arctique, c'est vraiment que ta température encore peut changer dans le sens que tu as du froid peut-être, mais tu as moins de froid que d'autres personnes qui peut-être vivent en ville dans des circonstances de ville de froid, d'accord? Et bon, je vais pas me mettre parce que moi je vis pas dans le cercle polaire dans l'Arctique, mais oui, je suis une personne qui a été beaucoup de temps et qui va être encore en contact avec la nature. Et par exemple, moi, j'ai noté en moi-même que j'ai beaucoup de chaleur par rapport à d'autres personnes en hiver. Par exemple, moi, même si jamais tu vas me voir en hiver avec, comme les jeunes, des fois, des jeunes femmes qui sont, même s'il fait 0 degré, bon, ça on le voit en hiver, avec 0 degré ou moins 2, et avec simplement un t-shirt, mais plus qu'un t-shirt, je ne sais pas comment on dit ça en français, une chemise courte. Je crois que ça, c'est pas adaptatif, mais... Et en plus, je crois qu'il passe du froid. Donc, quand je dis que ma température est un peu plus élevée que beaucoup de personnes en hiver qui vivent en ville, ce que je veux dire, c'est que par exemple, dans le bus, quand toutes les personnes
on sent avec son avril. Simplement, moi, je supporte pas. Je porte pas. Tout est peut-être supporté ou géré plus que supporté. Mais la calefacción du bus, des fois, me dérange assez, alors que d'autres personnes, moi, je veux avoir toutes les fenêtres ouvertes. Et des fois, des personnes, même jeunes, rentrent et elles closent les fenêtres. Et bon, oui, je sais que je suis en train de parler de quelque chose de personnel, mais ça va, c'est lié parce que ça peut te permettre de comprendre un petit peu comment ces jeunes Inuits, les enfants plutôt, ont eu ce comportement inné de communication exceptionnelle ou de diriger très bien depuis petit les chiens de traîneau. Parce que ça, c'est dans son contexte, ils ont ce talent, mais aussi ils ont tous les moyens, même le besoin de que cela se produise. Et quand je disais dans mon cas qui n'est pas celui des Inuits, mais simplement c'était une analogie, d'accord? C'est vrai que des fois j'ai beaucoup de chaleur par rapport à d'autres personnes, j'ai déjà noté, et c'est parce que j'ai expérimenté assez de froid dans ma vie, dans le sens que dans la campagne. Et donc le corps s'adapte, c'est-à-dire j'expérimente de froid parce que le corps s'adapte, et une fois tu arrives à ce niveau, dimension, on va dire, parce que quand je parle de niveau, je parle pas que je sois supérieur à d'autres personnes, simplement que quand ton corps expérimente cela, ben, c'est un taux que tu peux gérer de plus. Et donc, les autres taux de chaleur ben, restent pas trop faciles à gérer si c'est dans le cas de caléfaction. Ben, je reste humaine et moi, en hiver, je vais avec mon sac, mon abri. Je ne vais pas en pull. Je respecte que d'autres personnes le fassent, mais je crois que certaines fois, ils ne le font pas parce qu'ils n'ont pas froid. D'ailleurs, ils ont froid, mais simplement c'est pour apparenter. Et c'était l'analogie aussi que je vous faisais pour que vous compreniez un petit peu de quoi je parle quand je parle de cette adaptation de ces jeunes enfants inuits à avoir cette communication exceptionnelle avec les Alaskan Malamutes. C'était tout. Simplement, ce vidéo va être un petit peu plus long de le précédent. Et bon, je voulais vous parler de ça aujourd'hui. J'espère que ça vous a intéressé. Et on se verra pour les prochains posts, surtout pour la troisième partie du podcast, où je vous parlerai de la partie pratique de cette histoire actualisée à nos jours, dans le sens de qu'est-ce qu'on peut faire pour travailler en équipe avec nos chiens, comment le faire à travers une activité sportive que tout le monde peut pratiquer. Parce que si je vous dis, ben, si j'adore, mais si on se met à investiguer dans la pratique comment faire du machine pour que tu l'appliques, ben, ça ne va pas être applicable pour tout le monde dans les villes. Et donc, je vais expliquer une activité sportive que presque tout le monde peut faire. Donc, à bientôt pour le prochain épisode du podcast. On se voit.